Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Discipline gouvernementale et autorité. Jean-Marc Ayrault tente à nouveau de reprendre la main après le dernier couac Payon. L'armée devra aussi s'adapter à la rigueur budgétaire. Avec quelles conséquences? Eh bien, nous le verrons dans ce journal avec les sénateurs PS Alain Richard et EMP Christian Cambon, présents sur ce plateau. Ils ont auditionné aujourd'hui les ministres concernés. Les maires socialistes des grandes villes soulagés comme les directeurs de musées. Le marché de l'art ne sera pas concerné par l'ISF. Avec nous tout à l'heure, Roland Ris, le sénateur maire de Strasbourg, qui vient justement de recevoir un legs phénoménal de plus de 1000 œuvres léguées par la galeriste Denise René, décédée cet été. Elle avait notamment découvert Vasarely. Rien ne me fera flancher. Jean-Marc Ayrault se pose en arbitre des débats qui agitent ces derniers temps sa majorité et il menace tout nouveau couac vaudra bon de sortie du gouvernement. Sophie Normand. Tant bien que mal, durant une vingtaine de minutes, Jean-Marc Ayrault a tenté de montrer que le cap est tenu. Soulignant avoir le soutien sans faille de François Hollande, il est revenu sur les couacs au sein du gouvernement. On attend l'exemplarité. Et c'est la vraie de chacun des ministres, c'est ce que j'ai rappelé. Le message a été bien compris, il est passé. Désavouant son ministre de l'Éducation, Jean-Marc Ayrault a réaffirmé l'opposition du gouvernement à toute dépénalisation du cannabis. Un recadrage nécessaire. Je crois qu'il faut savoir garder aux choses et aux déclarations l'importance réelle qu'elles ont. Pour autant, comme les médias s'emparent de ces déclarations ou les font monter en épingle, le Premier ministre est obligé de donner sa version des faits, de corriger les propos. Au premier jour du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault a également tranché plusieurs débats en suspens. Il n'y aura pas de redevance audiovisuelle sur les résidences secondaires, pas non plus d'intégration des œuvres d'art dans le calcul de l'ISF, un dernier point qui ne satisfait pas vraiment les communistes. Il est vraiment temps d'engager la réforme fiscale qu'on nous avait annoncée, et ça en fait partie. Ça en fait partie. Les œuvres d'art ne concernent pas grand monde. Il faut remettre de la progressivité dans l'impôt et remettre surtout de la justice fiscale. Sur le projet de loi sur le mariage pour tous, Jean-Marc Ayrault a réaffirmé qu'il se limiterait à l'adoption, laissant de côté la procréation médicale assistée. Enfin, dernier point abordé, le retour du déficit public à 3% dès 2013, un objectif qu'il juge impératif. Et un dernier sondage BVA indique que le chef du gouvernement fait l'objet à son tour de jugements majoritairement négatifs depuis sa prise de fonction. Premier sondage en ce sens de l'Institut BVA. L'opposition maintient ses accusations d'amateurisme. Le mot d'ailleurs avait été prononcé par Jean-Louis Borloo, qui était notre invité tout à l'heure lors de Preuve par 3 sur Public Sénat à 18h. Nous l'écoutons. Vous savez, l'autorité, c'est le leadership qui emmène sur un cap. C'est pas juste taper cette histoire de Vincent Payon. Moi, je demande pas sa démission. Enfin, d'abord, c'est à sa conscience de savoir ce qu'il a à faire. Et s'il a à s'excuser, c'est pas auprès du Premier ministre, c'est auprès de tous ceux qui sont tous les jours confrontés à ça. Oui. Voilà, Jean-Louis Borloo, donc le président de l'Union des démocrates et indépendants, la nouvelle formation centriste. L'un des couacs de ces derniers mois avait porté, on s'en souvient, sur les contrôles d'identité au faciès. Manuel Valls s'était d'ailleurs opposé à Jean-Marc Ayrault sur la remise d'un récépissé et il avait d'ailleurs emporté l'arbitrage. Eh bien aujourd'hui, le défenseur des droits intervient dans le débat et soumet ses propositions où l'on retrouve d'ailleurs le récépissé pour lutter contre les discriminations. Sandra Cerquera. Le constat est sans appel et sans surprise. Il y a bien en France un problème avec les contrôles d'identité, dits contrôles au faciès. Dans son rapport, le défenseur des droits préconise le retour du matricule pour que les policiers soient identifiables et un encadrement juridique des palpations de sécurité. Mais il ne dit pas clairement s'il est pour ou contre le fameux récépissé lors des contrôles de police, estimant qu'au vu des expériences menées à l'étranger, ce n'est pas la bonne solution pour régler le problème des contrôles discriminatoires. Il a voulu se mettre un petit peu en dehors de la politique, comme il dit. Je m'attendais à plus de courage, mais peut-être le courage, il faut l'attendre des associations et pas des institutions. Dominique Baudis ne tranche pas, mais prône la mise en place d'un ticket de contrôle anonyme qui conserverait certains des avantages du récépissé, sans la surcharge administrative redoutée par les policiers.
Cette solution pourrait constituer une porte de sortie pour le gouvernement, une façon de tenir la promesse de campagne de François Hollande, sans trop désavouer le ministre de l'Intérieur. Les quelques 2000 salariés de la raffinerie Petroplus à Petit-Couronne sous le choc après la mise en liquidation de leur raffinerie. Le tribunal a toutefois accordé un délai, mais jusqu'au 5 novembre seulement pour trouver un repreneur. La Banque publique d'investissement sur les rails, la promesse de François Hollande arrive demain au Conseil des ministres. Ce nouvel établissement public, guichet unique pour les chefs d'entreprise en quête de crédit, est-il attendu par les premiers concernés? L'enquête et le reportage pour Public Sénat de Nathalie Guilloire. Jean-François Marot est le président d'une entreprise qui développe des systèmes de sûreté depuis 2005. C'est une PME innovante et donc directement concernée par la BPI, la Banque publique d'investissement. Cette nouvelle banque créée par le gouvernement regroupe 3 grands circuits de financement déjà existants. Le Fonds stratégique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations des entreprises et la Banque Oseo. Des leviers indispensables pour des PME innovantes comme celle-ci, car il est difficile pour ces entreprises de trouver des financements sur le marché privé. La BPI serait peut-être la solution pour ce président, mais sous certaines conditions. Il faut que les moyens dont elle pourra disposer soient véritablement consacrés à des entreprises qui sont sur des marchés d'avenir ou des entreprises qui sont innovantes. Voilà. Et plus que ça ne l'est à ce jour, puisqu'il y a des financements qui partent sur d'autres domaines que cela. La BPI, c'est aussi un partenariat État-région. Ce chef d'entreprise est pour ce principe de régionalisation. Mais il s'inquiète tout de même de cette alliance. Ce qui est important, c'est que ces entités soient relativement autonomes du pouvoir politique, de façon à ce qu'il n'y ait pas une interférence du politique sur l'orientation des financements, et en particulier le financement de canards boiteux, parce que ça arrange les élus locaux de sauver telle ou telle société. La BPI, c'est 40 milliards d'euros environ, plus que le budget de la Défense. La banque devrait être effective à la fin de l'année. En France, la menace terroriste est qualifiée d'élevée par Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur a qualifié d'ennemis de l'intérieur les adeptes de l'islamisme radical dans notre pays. Il a fait ces déclarations tout à l'heure en lançant au Sénat les débats sur son projet de loi renforçant justement la sécurité. Camila Campoussa. Les Français apprentis terroristes à l'étranger ne pourront plus échapper à la loi. Après l'affaire Mera, le gouvernement veut prévenir de tels drames et donner à la police de nouveaux moyens d'investigation. Ces individus, véritables ennemis de l'intérieur, reprennent une menace diffuse qui demande donc un travail de surveillance lourd et méticuleux. La France a déjà été frappée dans sa chair par le terrorisme. Elle connaît l'enjeu et le prix de la lutte qu'il implique. Mais la France n'abdiquera jamais face aux menaces. Notre pays est confronté à un terrorisme en constante mutation. Pour l'opposition, ce texte s'inscrit finalement dans la continuité de la politique de Nicolas Sarkozy. On l'a vu récemment, je crois que notre pays dispose d'une législation, et grâce au gouvernement précédent, parce que la gauche critiquait, maintenant elle ne critique plus. Parce que c'est le principe de réalité. Une loi qui fait donc consensus politiquement, mais du côté des policiers, on reconnaît qu'un texte ne peut jamais être totalement adapté aux nécessités du terrain. Dans le terrorisme, quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques jours, on va dire qu'ils avaient un coup d'avance sur nous. Ce ne sera jamais suffisant, mais quoi qu'il en soit, laissons faire les parlementaires et ensuite nous nous adapterons à ces évolutions. Optimiser la lutte contre le terrorisme passe maintenant par une coopération internationale. Un symbole de l'état de droit a été atteint, c'est le commentaire recueilli par Camila Campuzano auprès de Manuel Valls cet après-midi également, après l'assassinat à Ajaccio aujourd'hui par 2 hommes à moto de l'avocat corse Antoine Solacaro qui fut le défenseur d'Ivan Colonna. Les œuvres d'art ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de l'impôt sur la fortune. Jean-Marc Ayrault a affirmé ce matin la position du gouvernement, soulagement des collectionneurs et plus généralement du marché de l'art, des directeurs de musées qui redoutaient qu'on ne leur prête plus d'œuvres, et puis également des maires des grandes villes de France, Martine Aubry, Bertrand Delanoë, Gérard Collomb et vous-même, Roland Ries, bonsoir, maire socialiste de Strasbourg. Quelle était donc votre inquiétude ? Bien, notre inquiétude était qu'effectivement, il puisse y avoir un impact très direct sur la création artistique à travers l'imposition, notamment pour les collectionneurs, des œuvres dont ils étaient propriétaires.
Et je dois dire que l'arbitrage de Jean-Marc Ayrault nous soulage parce que j'ai en ce moment même un legs très important. Ah, ça c'est une coïncidence incroyable, parce qu'effectivement, l'information est à la une des dernières nouvelles d'Alsace, et donc vous allez bénéficier pour votre ville d'un legs phénoménal. D'un legs de Denise René, donc qui est une galériste qui a connu Hans Arp, enfin qui a été dans toute l'aventure de l'art abstrait, entre autres. Et qui a fait don à la ville de Strasbourg d'une bonne partie de ses collections. À une condition, c'est qu'on expose au moins 25% de plus de 1000 œuvres dans un lieu central à Strasbourg, qui est le lieu de l'Aubette. Alors ça nous pose quelques problèmes, mais on va trouver des solutions. Les lieux sont aujourd'hui destinés à autre chose. C'est une grande salle publique qu'on utilise pour d'autres manifestations, mais on y arrivera. C'est trop beau pour y renoncer. Et pourquoi ce lien entre Denise René et Strasbourg, en fait? Eh bien, parce que Hans Arp a été un citoyen de Strasbourg. Il a fait notamment les salons de l'Aubette, qui constituent une œuvre d'art en elle-même. Et aujourd'hui, c'est très visité par les Européens, en particulier ceux du Nord, qui viennent ici à Strasbourg. Lorsqu'on aura cette collection Denise René, je pense que l'attractivité des musées de Strasbourg, du musée d'art moderne et contemporain, et puis de l'Aubette, parce qu'il faudra bien qu'on y vienne, sera très considérablement renforcée. Bien sûr. Vous n'avez pas encore fait le tour du propriétaire, du nouveau propriétaire que vous êtes? Non, on n'est pas encore propriétaire, mais on est sur le point de l'être et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir cette collection. Rien s'y oppose, a priori. C'est sur le testament de Denise René. Il faut le respecter à la lettre, parce qu'il y a d'autres héritiers potentiels. Si nous ne le respectons pas à la lettre, eh bien, nous pourrions nous voir échapper cette collection. Est-ce qu'elle vous en avait parlé de son vivant? Non, elle ne m'en avait pas parlé à moi, mais elle avait parlé à mes prédécesseurs. C'est une affaire qui remonte déjà à un certain temps. Elle avait manifesté son intention de léguer sa collection à la ville de Strasbourg en donnant des conditions. Ces conditions, elles figurent aujourd'hui dans son testament. Elles ne sont pas inatteignables pour une ville comme Strasbourg. On y arrivera. J'imagine, surtout en raison de la richesse de la collection que vous allez recevoir comme un cadeau dans les mois qui viennent, certainement. Vous n'imaginez pas, vous n'envisagez pas, par exemple, de créer ou de dédier un musée nouveau à cet héritage? Nous avons déjà un musée, qui est le musée d'art moderne et contemporain, où on pourra sans doute exposer une partie de ces œuvres, mais dans le testament, il est clairement indiqué qu'il faut qu'au moins 25% de cette collection soit exposée, et une partie d'entre elles à l'Aubette. Donc on va trouver les solutions. C'est quand même quelque chose qui permettra à Strasbourg d'être au même niveau que Karlsruhe, que Bâle, enfin que tous ces grands musées de la vallée du Rhin supérieur, et donc constituera une attractivité forte par rapport aux amateurs et au public. En matière d'art contemporain particulièrement, il y a une concurrence aujourd'hui, on le voit bien entre les grandes villes, les grandes métropoles. Je pense effectivement qu'il y a une concurrence et que à côté du patrimoine, je dirais, bâti, historique, il y a aussi cet aspect d'art moderne et contemporain qu'il faut valoriser, et avoir plus de 1000 œuvres des plus grands artistes contemporains dans le domaine de l'art abstrait, c'est évidemment une formidable chance pour la ville de Strasbourg. Comment s'est passée la mobilisation de tous les grands maires que j'ai cités tout à l'heure, tous socialistes, de Lille à Lyon en passant par Paris, Strasbourg, pour s'opposer à ce projet de certains parlementaires socialistes d'inclure les œuvres d'art dans le calcul de l'impôt sur la fortune? Ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait très naturellement par des coups de téléphone, mais les uns et les autres sont confrontés aux mêmes réalités. C'est-à-dire que les uns et les autres, pour leur musée, bénéficient de dons, de legs, de collectionneurs qui, à la fin de leur vie, souhaitent léguer leur collection à des villes où ils ont vécu ou qu'ils aiment particulièrement. C'est pour ça, je pense d'ailleurs, que cette idée d'inclure les œuvres d'art dans le calcul de l'ISF est une mauvaise idée, c'est une fausse bonne idée. Alors il y a des spéculateurs, évidemment, mais beaucoup de collectionneurs sont de vrais amateurs d'art, des amoureux de l'art et des amoureux de certaines villes à qui elles font don de leur collection, ou partie de leur collection à la fin de leur vie. Quel délai? Est-ce que vous allez nous donner une raison supplémentaire d'aller à Strasbourg pour visiter
la donation et l'héritage de Denise René? En principe, il y a un délai de 6 mois pour, je dirais, régulariser la succession par rapport au fisc, mais nous avons demandé une prolongation parce que c'est une collection tellement importante qu'on n'arrivera pas même à faire peut-être l'inventaire dans le temps imparti. Donc, on a demandé, je pense qu'on l'obtiendra, un délai supplémentaire, mais ça devrait aller assez vite. Ah, très bien. Merci beaucoup, Roland Iris, maire de Strasbourg, donc, de nous avoir rendu visite ce soir. L'audition aujourd'hui des ministres de la Défense et des Affaires étrangères au Sénat, Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius, donc, ont été entendus sur le projet de budget 2013. Comment la rigueur va-t-elle s'appliquer à l'armée? Avant d'en débattre avec nos deux invités, Joachim Rob. À situation de crise, budget de crise. Celui de la Défense n'échappe pas aux objectifs de rigueur. Plus de 7000 suppressions de postes et certains contrats d'armement reportés ou remis en question. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'en est expliqué tout à l'heure au Sénat, devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, sans forcément convaincre tous ses membres. Là, je crois qu'il faudra faire attention de ne pas toucher l'os. N'oubliez pas que nous sommes un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est extraordinaire, et que c'est la puissance de notre armée française qui nous donne la caution. Le nucléaire, bien sûr, mais aussi la puissance de notre armée française. Le budget du ministère aurait dû augmenter de 1% l'an prochain. C'est ce qui était prévu dans la dernière loi de programmation militaire. Mais la crise est passée par là, et avec elle des exigences d'économie. Le budget 2013 de la Défense devrait donc être identique à cette année, soit 31,4 milliards d'euros. Rester à ce niveau me paraît être la meilleure des bases possibles pour rebondir dès que la conjoncture économique nous le permettra. Dans la période, le budget de la Défense est le moins mauvais budget que nous aurions pu avoir. Mais l'austérité concernera aussi la prochaine loi de programmation militaire. Établie pour la période 2014-2019, elle devrait comporter de 15 à 30 milliards d'euros d'économies. Avec nous donc Alain Richard, sénateur PS et ancien ministre de la Défense. Bonsoir. Et Christian Cambon, sénateur UMP et vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Alors donc on l'a vu, globalement le budget reste stable, quelques 32 milliards d'euros. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour nos capacités de défense et puis pour notre ambition sur la planète, Monsieur Cambon? C'est un budget d'attente, c'est un budget de rigueur et nous ne nous opposons pas bien évidemment à la rigueur. De toute façon, qui pourrait le faire? C'est un budget d'attente néanmoins parce que nous sommes sur la fin d'une loi de programmation militaire et c'est évidemment à la fin, lorsque l'on aura conclu le livre blanc qui est actuellement en étude, que les véritables décisions vont pouvoir se prendre et qu'à ce moment-là, les certitudes vont commencer à vaciller et peut-être les vraies inquiétudes vont naître. Parce que nous sommes dans une période de grande incertitude sur le plan mondial, sur le plan de la sécurité et qu'il ne faut pas baisser la garde. Vous reprenez cette expression, Alain Richard, de budget d'attente. Vous n'allez pas jusqu'à parler, par exemple, vous, de budget, je ne sais pas, de transition avec une baisse réelle des capacités financières de l'armée? On peut prendre les deux expressions. Ce qui se passe, c'est que comme ça s'est produit régulièrement d'ailleurs, la loi de programmation est difficile, la loi de programmation actuellement en vigueur est difficile à respecter parce qu'elle prévoyait une croissance des dépenses, notamment d'équipement, et que, évidemment, les budgets ont du mal à suivre. Avec les conséquences, on va parler des conséquences parce qu'elles sont déjà bien présentes chez les militaires. La position qu'a prise François Hollande en réfléchissant à ces questions pendant sa campagne avait été de dire il y aura des mesures d'équilibre budgétaire à prendre, des mesures de modération sur les dépenses, elles pèseront de la même façon sur la défense que sur les ministères civils. Donc, pas de sacrifice de la défense. Mais, effectivement, quand vous réduisez le budget, vous stabilisez les dépenses, donc c'est ce qui se produit. Et l'autre point qui justifie ce terme de transition ou d'attente, c'est que, en effet, au vu à la fois des évolutions stratégiques, si encore moins des allusions, les choses changent, et puis de la difficulté quand même à tenir une programmation, alors qu'il y a des enjeux industriels importants. L'idée est retenue de faire, alors moi j'appellerais autant ça une actualisation du livre blanc, on ne va pas redécouvrir l'ensemble des réalités. Et le président et le gouvernement ont bien fait de faire ce travail sur une durée courte. Le nouveau livre blanc doit être bouclé à la fin de l'année, donc ça ne met pas tout en suspens. Et la loi de programmation, donc 2014-2019, devra être faite dans le premier semestre 2013 pour pouvoir influencer le budget 2014. Donc ça veut dire qu'en 2013,
l'objectif du gouvernement, c'est de dire on poursuit tous les contrats qui sont en cours en matière d'équipement, on assure le niveau d'effectifs prévu dans la programmation antérieure, d'effectifs de militaires, des sommes suffisantes pour l'entraînement, enfin toute la consommation habituelle et sur les opérations extérieures, et les évolutions à venir, donc on respecte tout ce qu'on peut de la programmation en cours, et puis les évolutions à venir se verront sur la loi de finances 2014. Mais la Cour des comptes, vous vous souvenez, il y a très peu de temps, a mis en garde contre ce manque de crédit, parce qu'un budget stable, eh bien, il y a quand même des réductions au bout du compte dans l'équipement des armées, et qui pèsent sur le moral des troupes. Selon la Cour des comptes. Vous le constatez vous-même, vous avez l'habitude de les fréquenter toujours, les militaires. Alors, il y a quelque chose qui pèse beaucoup sur le moral des troupes actuellement, c'est que nous sommes confrontés, et je veux dire que les gouvernements successifs n'ont peut-être pas vu le problème, à une difficulté de paiement des soldes des militaires. Alors ça, c'est quelque chose quand même qui marque beaucoup les esprits. Le ministre a dit du reste cet après-midi qu'il s'y attachait personnellement. Il s'agit du dysfonctionnement d'un centre informatique, d'un logiciel informatique qui porte le beau nom de Louvois, et qui malheureusement Louvois lui-même, puisque jusqu'à 120 000 militaires n'ont pas perçu leur solde, et ce qui pose des difficultés que tout le monde peut comprendre. Donc là, j'allais dire depuis combien de mois? Malheureusement, ça fait depuis le début de l'année. Ils finissent par être payés. Voilà, on est en mois d'octobre. Avec du retard, mais avec parfois plusieurs semaines, ce qui met vraiment des difficultés dans les familles. Par ailleurs, il y a aussi quand même un certain nombre d'ajustements au niveau des équipements. Il y a quand même 4,5 milliards d'équipements qui sont gelés. Je pense au 4e Barracuda, au programme Scorpio de véhicules blindés, etc. Bon. En revanche, et je dois dire honnêtement qu'il y a eu des assurances qui ont été données par le ministre de la poursuite d'un certain nombre de programmes qui sont importants, parce que lorsque, en matière militaire, vous arrêtez un programme pendant quelques années, vous ne le rattrapez pas en quelques semaines ou en quelques mois. Je pense ce qui est fait en matière de satellites, par exemple, de drones, enfin toutes ces choses-là, tous ces programmes sont quand même maintenus. Un consensus entre vous ce soir, entre majorité et opposition sur les questions de l'armée, oui ou non? Oui. L'opposition dit oui. Non, je dis oui si. Oui si au lendemain du livre blanc, il n'y a pas au sein de la nouvelle majorité une fraction, certes minoritaire, car je ne crois pas que le problème vient... Vous pensez aux écologistes? Voilà, mais je vois que vous lisez dans mes pensées. Oui, donc si cette fraction-là ne vise pas à taper sur les dépenses militaires en disant on n'en a pas besoin, il n'y a qu'à faire une défense européenne. Ça n'est pas un sujet tabou en même temps, on peut en parler? On peut tout à fait en parler, mais il ne faut pas baisser la garde. On vit dans un monde dangereux. La France est membre du Conseil de sécurité, c'est une grande puissance mondiale, et elle se doit de garder des équipements militaires à la hauteur de ses ambitions. Est-ce qu'Alain Richard, vous êtes inquiet de cette fraction de la majorité présidentielle, les Verts, qui effectivement aimerait un petit peu plus réduire les crédits de la défense? Oui, mais ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Non, le sujet que je trouve à la fois compliqué et stimulant, c'est que avec les ressources qu'on a, avec le potentiel de l'économie française, on a des limites de capacité, et Christian Cambon a raison, du coup, il y a quand même un effet de contradiction avec certains de nos objectifs stratégiques. Et donc, j'ai vu avec plaisir, moi à mon époque, je n'avais pas pu le faire, que dans la commission du livre blanc, il y a un grand diplomate qui a une très grande expérience, qui est un grand ami de la France, allemand, et il y a l'ambassadeur britannique, qui est un très ancien du système défense, qui était d'ailleurs avec nous à Saint-Malo quand on a fait le premier accord franco-britannique. Donc, ce à quoi il va falloir qu'on s'habitue, je peux vous dire que ça va faire un changement. Le Premier ministre de la Défense qui montera à la tribune en disant « je vous propose ça », ça va secouer. Nous allons devoir être plus mutuellement dépendants avec les autres Européens. On n'aura pas tout, chacun, dans son escarcelle nationale. Je crois qu'on va... Ça l'esquisse d'une force européenne, en quelque sorte. En tout cas, de matériel ou de capacités qui seront en partie partagées. Ça existe déjà. Par exemple, vous faisiez allusion sur les satellites. On exploite des satellites en commun. Une synergie militaire européenne. On a une flotte de transport commune avec nos amis allemands depuis 40 ans. Mais ça va se développer. Malheureusement, ce qui vient de se passer dans l'affaire de la fusion EADS-BE est quand même un signe très négatif en matière de construction européenne. Moi, je prends un chiffre. Globalement, le produit national brut de l'Europe est égal à celui des États-Unis. En Europe, il y a un porte-avions, c'est du reste le porte-avions français, en état de fonctionner, et encore il est encore parfois obligé de s'arrêter pendant plusieurs mois. Aux États-Unis, il y en a 11.
Donc on a peut-être trop eu l'habitude en Europe de s'abriter sous le parapluie américain et de ne pas prendre les bonnes décisions. Ce qui fait que maintenant, au moment où les États-Unis se replient un peu sur eux-mêmes, nous allons devoir faire des arbitrages qui vont être des arbitrages sévères. Christian Cambon, l'opposition, l'UMP en particulier, tape comme un sourd sur, entre guillemets, l'amateurisme du gouvernement et son impréparation. Est-ce que vous dites là, après avoir auditionné aujourd'hui Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius, que vous avez affaire à des ministres compétents dans leur domaine? Nous avons la chance d'avoir sûrement 2 parmi les 3 meilleurs ministres de ce gouvernement dans cette commission des affaires étrangères et de la défense. Je ne dirais pas ça pour tout le monde et je l'ai dit du reste et à Laurent Fabius et à Jean-Yves Le Drian. Je leur ai dit qu'ils tenaient un langage responsable, que leurs paroles étaient écoutées et que l'opposition discutait mais reconnaissait qu'il y avait véritablement une ligne qui était affichée. Alors on peut la discuter. Ça doit leur faire plaisir dans le contexte politique actuel. Laurent Fabius m'a dit « Je m'indigne et je me réjouis. Je m'indigne de ce que vous dites de mes collègues au gouvernement et je me réjouis parce que vous dites des bonnes choses sur moi. » Donc ça veut dire qu'effectivement, nous sommes une opposition constructive et responsable. Nous aurions aimé parfois par le passé avoir la même attitude de l'ancienne opposition qui est devenue majorité. Mais en tous les cas, nous, c'est notre attitude. Et là, en l'occurrence, avec Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, on a 2 ministres qui tiennent la route. Par chance, je n'ai pas le ministre de l'Éducation nationale dans ma commission. Alain Richard, un commentaire politique là? Oui, enfin, en essayant de ne pas me faire trop d'ennemis. Non, blague à part, c'est une force dans une démocratie que ces enjeux-là soient partagés entre les principales formations politiques. Il peut y avoir une divergence à un moment ou à un autre, il peut y avoir une critique, mais ce sont quand même des intérêts de long terme, ce sont des intérêts qui concernent tous les citoyens, donc on fait notre travail en dialoguant, en adulte responsable. 2 questions rapides pour conclure, à propos de l'intervention au Mali. Une force africaine est constituée, mais on sent quand même qu'en arrière-plan, il y aura quand même la France. Est-ce que vous avez des informations que vous pouvez éventuellement communiquer sur déjà, je ne sais pas, la présence stratégique de commando, je ne sais pas? Alors, il y a 2 éléments nouveaux qui apparaissent. D'une part, il y a une décision des ministres européens qui vient d'intervenir il y a 48 heures et qui effectivement laisse entendre qu'une forme d'accord peut être en train de se constituer. Deuxièmement, la France va jouer un rôle logistique, mais ne va pas être sur le terrain. Pas d'homme au sol. Non, je pense que c'est absolument inenvisageable. Très bien. Dernière question. Le retrait du dernier soldat français d'Afghanistan va-t-il entraîner des économies pour notre pays? Très substantiellement. Très substantiellement. On ne sait jamais, le retrait, déjà, ça peut être une opération très coûteuse. Pour l'instant, ça entraîne quand même beaucoup de dépenses. Pour l'instant, c'est des dépenses. Du fait qu'un certain nombre de voies, notamment la voie d'évacuation par le Pakistan, est fermée, le coût du retrait des matériels, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est quand même très lourd. Alors il faut le faire. Le retrait coûte très cher. Le retrait coûte très cher si on veut sécuriser la vie des hommes qui sont là-bas. Ce qui est la moindre des choses. C'est un objectif prioritaire. Oui. Mais donc ça c'est un progrès, moi je me plais à le saluer, parce que moi j'avais pas pu le faire à l'époque, faute de moyens, mais maintenant le coût des opérations extérieures est à peu près budgété en avance, au lieu d'être simplement constaté après, donc de perturber le budget. Et aujourd'hui, on ne provisionnait pas tout. Je pense qu'après le retrait d'Afghanistan, partiel, la somme prévue dans le budget couvrira effectivement l'ensemble des opérations extérieures. Merci beaucoup, messieurs. On va terminer cette édition avec ces images de la première ministre du Québec, Pauline Marois. Après François Hollande hier, c'est le président du Sénat qui a reçu ce matin la leader indépendantiste, l'occasion de rappeler la position de la diplomatie française vis-à-vis du Québec, ni ingérence, ni indifférence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Voilà, c'est une formule toute diplomatique. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve à 22h45 avec Preuve par 3. Notre invité donc sera Jean-Luc Borloo. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Doc à Doc. Bonsoir et à demain, 19h. Samedi, journée spéciale sur Public Sénat, Talents des cités. Chaque année, le concours récompense de jeunes créateurs d'entreprises issus des quartiers de toute la France. Suivez en direct à 11h la remise des prix nationaux présentée par Sonia Mabrouk et Mickaël Zamès. Et à 22h, le documentaire Talents des cités, que sont-ils devenus? Avec un retour sur les lauréats des années précédentes. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.